Nicolas Forissier, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes l'homme qui a fait flancher la première banque mondiale de gestion de fortune, le scandale UBS. C'est vous, Nicolas Forissier. À l'époque, vous étiez en charge des contrôles des comptes internes de la banque. On appelle ça un auditeur. Ou alors, dans le jargon bancaire, j'ai découvert qu'on appelait ça un bœuf-carotte. C'est ça, c'est exactement ça. On représente l'audit interne d'inspection et on est chargé de vérifier que les procédures soient respectées. C'est pour ça qu'on dit bœuf-carotte, parce qu'on se méfie aussi de ce que vous pouvez cuisiner comme information. C'est exactement ça. Et alors justement, votre métier, c'est de contrôler ces comptes, de trouver des informations sur la banque, et vous le faites tellement bien que très vite, vous allez découvrir un système de fraude organisé de façon très institutionnalisée, finalement. Vous le racontez dans ce livre, L'ennemi de l'intérieur, l'homme qu'on voulait réduire au silence. C'est chez Fayard. Et alors, ce que vous découvrez, c'est une sorte de double comptabilité, celle qui est officielle et celle qui est officieuse, et qui masque de l'évasion fiscale. C'est exactement ça. Ils avaient mis en place un système très simple que l'on appelait à l'époque les carnets du lait. Carnets du lait. Les carnets du lait, dans lequel on recensait l'ensemble des écritures comptables pour payer les banquiers et leurs bonus en fin d'année. Mais ces écritures comptables étaient illégales parce que c'était de l'évasion fiscale et de l'aide à la fraude fiscale. On disait carnet du lait, ça fait écho en fait à des carnets de laitier, c'est ça que vous expliquiez, où tout est écrit à la main, parce qu'évidemment rien n'est enregistré, tapé. Tout était écrit à la main, codifié et détruit mensuellement, trimestriellement et en fin d'année pour pouvoir faire de la compensation ligne à ligne et effacer toute trace d'évasion fiscale. Et pour proposer cette évasion fiscale qui est illégale, en fait, vous découvrez qu'il y a du blanchiment et puis il y a aussi une sorte de démarchage de clients. Oui. Où finalement les clients très très fortunés, français, sont démarchés par la banque suisse. Tout à fait, c'est-à-dire que vous aviez une double banque, vous aviez un département qui s'appelait France Internationale, qui n'est pas un nouveau pays de la planète, mais tout simplement un département spécialisé dans le démarchage actif de la Suisse vers la France. Ils venaient, ils passaient les frontières, ils étaient répartis par province, par région, par puissance financière, puisqu'il y avait différentes catégories de clients riches. Vous avez les petits riches, moyennement riches et les hyper riches. Oui, on parle là d'oligarques, de footballeurs, de comédiens, de familles fortunées. Tout à fait, tout à fait. Ils draguaient, vous disiez. Et ils draguaient le chaland sur notre territoire en proposant cette activité qui était totalement illégale, puisque la Suisse n'appartient pas à l'Europe. Donc ils n'ont pas le passeport européen, donc ils ne peuvent pas venir venir démarcher sur notre territoire. Les commerciaux suisses venaient en France chasser de riches clients lors de répétitions, de réceptions, de parties de golf, de concerts, pour les convaincre donc d'ouvrir des comptes en Suisse. On découvre 11 000 comptes cachés de Français fortunés grâce à vos enquêtes. Pour 10 milliards d'euros, vous dites qu'il y en a probablement même bien plus qu'on n'a pas découvert. Oui, il y en a beaucoup plus. Et vous allez lancer l'alerte, comme votre métier vous y oblige, mais l'entreprise vous licencie, l'État ne bouge pas et il va falloir attendre 10 ans avant qu'il y ait un procès. Pourquoi tout ce temps-là ? Tout simplement parce que c'est la complexité du dossier. Et puis ce dossier, le scandale UBS n'est pas simplement qu'un scandale financier. Dans mon industrie, c'est aussi un scandale politique, puisque les riches clients qui étaient démarchés ont signé des ouvertures de comptes, et c'était de riches industriels français. Qui étaient parfois soutenus, vous voulez dire, par... qui étaient soutenus et qui étaient proches de la sphère politique. Par qui, par exemple ? Par l'exécutif de 2007 à 2012, clairement, puisque le dossier Bettencourt... Nicolas Sarkozy. C'est exact. Et donc, si vous voulez, c'était des gens qui étaient trop proches de la sphère du pouvoir pour pouvoir risquer quoi que ce soit. Et pourtant, c'était des fiscaux reconnus et qui ont dû se régulariser comme tels. Donc en fait, dans ces comptes cachés, il y a des gens qui sont très connus. Là, vous évoquiez... Madame Bettencourt, oui. Liane Bettencourt. Bien sûr. Ça a joué, en fait. Ça a joué énorme parce que, si vous voulez, c'était des financements et des montants qui étaient extrêmement importants. Et, si vous voulez, qui ont occasionné mon placement sous surveillance parce que, bien évidemment, si j'étais resté qu'au niveau bancaire, c'était une chose. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que des opérations à très fort montant n'avaient fait l'objet d'aucune surveillance, d'aucun contrôle, ce qui n'est pas possible dans notre pays. Donc, me suis approché un petit peu trop près du soleil. Oui, et alors justement, alors que vous êtes lanceur d'alerte et que la loi protège les lanceurs d'alerte, notamment grâce à vous depuis cette affaire, puisque vous avez contribué à écrire une loi, la loi Sapin 2, qui permet de mieux protéger les lanceurs d'alerte. À l'époque, vous auriez dû être protégé. Et alors, c'est tout l'inverse. Vous écrivez dans votre livre que finalement, vous vous retrouvez dans des situations extrêmement inquiétantes où vous êtes espionné, mis sur écoute,
suivis dans la rue, des intimidations? Oui, 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 oui. Quand je me suis retrouvé face aux magistrats instructeurs et au service d'enquête, on m'a montré des photos de moi. On m'avait pris en photo avec des amis au restaurant. J'ai eu des intimidations effectivement physiques de la part des services d'État, et notamment une surveillance avec placement sur écoute, photographie de mon domicile, si vous voulez, des petits mots gentils qu'on retrouve sur son pare-brise de voiture, par exemple, histoire de vous montrer que vous commencez à devenir un petit peu embêtant. Mais c'est tout cela. Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur ces mots-là? Sur ce mot-là, il y avait écrit qu'on savait où étaient scolarisés mes enfants, par exemple. Vous pensez que ce sont les services secrets qui mettaient la pression? Malheureusement, je n'en ai aucune preuve. Mais si vous voulez, pour poser ce genre de document, c'est que la menace se fait suffisamment prégnante pour que ça devienne réalité. Mais attention, il y avait une partie aussi qui me protégeait. Oui, vous dites les services secrets, et puis même dans la banque, d'ailleurs, UBS, il y avait vraiment, c'était séparé en deux mondes, ceux qui étaient plutôt tout à fait derrière moi, à vouloir que la vérité éclate, et puis d'autres. J'ai rencontré au sein des services d'État, si vous voulez, des gens qui enquêtaient sur cette affaire aussi, et qui étaient attristés par cette compromission et cette connaissance des dossiers sans les avoir révélés. Donc j'ai eu des protecteurs, ce on les appelle dans le jargon des babysitters, qui me protégeaient et qui ont assuré ma protection pendant de nombreuses années. Donc c'était ça la réalité de mon enquête. Et au même titre que mon ancien établissement, la banque UBS, n'a jamais compris que la couverture de ce dossier n'a été possible et l'arrivée sur la vérité n'a été possible que grâce à la dénonciation de collaborateurs commerciaux qui ne voulaient pas participer, si vous voulez, à cette activité illégale et totalement fiscale. Exactement. Finalement, UBS est condamné à une amende record, 4 milliards d'euros. En appel, il y a quelques mois, finalement, cette amende est divisée par 2, 1,8 milliard d'euros d'amende. Et pour vous, combien? Rien. Rien. Alors, vous avez été dédommagé? Vous avez été reçu par... Rien du tout, rien du tout. Tout simplement parce qu'on n'est pas aux États-Unis, donc il n'y a pas de il n'y a pas de dédommagement prévu. Vous avez engagé des frais d'avocat très importants? Oui, c'est exact. Mais sortis de votre poche? Sortis de ma poche et celle de ma famille, de mes parents à qui je dois tout, ouais. Parce que sinon je ne serais pas là. Et vous avez été quand même accompagné par les services de l'État? On vous a reçu, remercié? Non, rien du tout, rien du tout. À l'heure où je vous parle, même pas un remerciement. Et pourtant, je sais que déjà que les 800 millions de dommages et intérêts ont été encaissés par Bercy. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Je n'attends pas grand-chose. J'aurais juste attendu un merci. J'attendais au moins qu'on nous accompagne. Vous voyez, c'est même pas une question de réclamer quelque chose, parce que c'est vraiment malsain, mais simplement un dédommagement, une reconnaissance du travail fourni, et surtout, dans mon cas, qui ai travaillé avec des services spécialisés, ce qui a été prouvé, ce qui est acté en justice, et je suis aussi reconnu par la justice et par l'Assemblée nationale comme véritable lanceur d'alerte, on pourrait quand même au moins m'adresser un merci. Et il y avait une chose, vous voyez, qui ne coûte pas cher à l'État et aux contribuables français. Je suis moi-même fils de militaire et fier de l'être. J'aurais aimé que mon père puisse me transférer une de ces médailles, et je ne l'ai pas. Quelle médaille? L'Ordre national du mérite. Vous avez fait la demande de... Oui, je suis parrainé par deux grands sénateurs, enfin un grand sénateur, Éric Bocquet, et Madame la sénatrice Nathalie Goulet. Et malgré de maintes demandes, 67 relances, toujours rien. Eh bien, le message est passé à nouveau. 68e relance, alors. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. C'est moi qui vous remercie, Madame de Moreau. L'ennemi intérieur, l'homme qu'on voulait réduire au silence. Eh bien, voilà, aujourd'hui, il parle et il écrit même un livre avec Raphaël Ruffier, Fossoul, c'est chez Fayard. Merci beaucoup à vous. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux et ses invités. Une émission consacrée à l'Afghanistan avec le retour des règles strictes imposées à la société par les talibans. Bonne émission.